La team, il m'est arrivé un petit truc qui m'a fait réfléchir ces derniers temps. En fait, je travaille sur un job où j'ai plusieurs juniors à gérer, mais j'en ai deux en particulier qui étaient complètement à l'opposé. Il y en avait un qui est diplômé voilà, bon, d'une parisienne. Il a déjà eu une expérience en finance, donc je vous avoue que dès le début, il m'a inspiré confiance. Et ça s'est confirmé parce qu'avec le temps, il est très bon techniquement et il est très sûr de lui. Ça, c'est vraiment son point fort. Et l'autre, c'est un profil un peu plus. Voilà, il a fait top 20, top 25, donc il n'a pas fait une école target pour nous. Et il n'a pas d'expérience en finance au préalable, il a fait du marketing. Et je vous avoue qu'il arrivait avec un peu de lacunes, du coup, en finance, en audit. En fait, il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que du coup, le gars qui venait top 20, top 25, il n'arrête pas de poser des questions. Mais vraiment, H24, faut pas vous mentir, parfois, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, quoi. Et ça m'a fait réfléchir parce que là, on est 3-4 mois après leur début dans le job. Et maintenant qu'on accueille des nouvelles personnes dans le job, je me rends compte que du coup, c'est le profil top 20, top 25 qui a pris le lead. En fait, il a pris le lead parce que, à force de poser des questions, il s'est retrouvé à être la personne la plus adaptée pour répondre aux questions. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 erreurs à ne pas commettre si vous voulez performer dès le début en audit mais aussi en finance. Donc vous l'aurez compris, la première erreur, c'est de ne pas être assez curieux. Et pour réussir, il faut poser beaucoup de questions. Attention, ne soyez pas comme une simple éponge qu'on presse et qu'on décompresse et qui se vide. Il faut que vous absorbiez les informations qu'on vous donne et que vous les reteniez. Et là, il n'y a pas de secret. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans les prochains conseils, je vais vous montrer des outils de productivité que j'utilise au quotidien et qui justement vous permettront de prendre des notes et de les retrouver systématiquement. Donc en fait, quand vous posez des questions, soyez bien sûr de prendre des notes, ne vous fiez pas à votre mémoire. Et c'est comme ça que vous allez faire pour progresser à une vitesse exponentielle. À demain. On se fait la passe demain, t'inquiète. Ouais, on se fait les trucs la passe demain. Merci à toi. On repart pas trop tard. Ouais, t'inquiète, je vais pas tarder. Beaucoup vont me dire, mais finalement, je suis dans des équipes où la personne n'est pas trop disponible. Et en fait, c'est vrai qu'il faut poser des questions, mais qu'il faut aussi bien choisir quand on pose ces questions. Là, le conseil que je peux vous donner, c'est justement d'analyser un peu l'attitude physique, le non-verbal de la personne qui est en face de vous, pour justement comprendre quel est le bon moment pour poser vos questions. Si vous voyez que la personne est en deep work, qui est hyper concentrée, c'est pas le moment de poser des questions. Si vous voyez qu'il est détendu, qu'il parle un peu, qu'il est loquace, alors là, vous allez en profiter. Et encore une fois, si vous avez bien pris toutes vos notes, vous allez pouvoir poser des questions synthétiques, vous allez pouvoir rassembler toutes les questions que vous avez pour adresser tout d'un coup. On attaque avec le prochain conseil. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un lien en description qui vous permettra de retrouver tous les livres dans cette thématique qui m'ont permis d'améliorer ces aspects quand j'ai commencé aussi en finance. Donc j'ai mis la liste des bouquins avec un résumé, donc je vous invite à le télécharger juste en bas dans la description. Pour le prochain conseil, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé lors de ma première expérience dans un cabinet comptable à Paris, dans le 8e. J'étais dans un cabinet où j'étais jeune comptable, donc le seul but c'était saisir des écritures. Et je me rendais compte que j'étais l'un des plus lents parmi les autres stagiaires. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'arrivais pas à comprendre pourquoi parce que j'ai l'habitude d'être assez concentré, assez efficace. Et là, particulièrement, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'à la fin de la journée, moi j'avais fait peut-être 40% de ce que j'avais à faire alors que les autres étaient à 60-70% de la saisie des écritures. Et en fait, du coup, nous on était sur un logiciel comptable et on pouvait un peu aller voir les dossiers des autres avec des accès. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans le dossier comptable des autres stagiaires et j'ai compris tout de suite en un coup d'œil pourquoi est-ce que moi je pensais être plus lent que les autres. Vous savez, quand vous passez une écriture en comptabilité, vous devez mettre le libellé. Vous mettez le compte, le montant, vous mettez le libellé pour décrire de quoi il s'agit.
Et moi, en fait, je voulais vraiment faire les choses de manière carrée. Et pour chaque libellé, je faisais attention à chaque petit détail. Donc, par exemple, quand je devais saisir une écriture une écriture SFR, je mettais achat-du-6 forfait -du-6 octobre 2019. Et quand je voyais les écritures des autres, c'était plus ACH SFR 019. Vous voyez? Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les autres stagiaires, en fait, ils gagnaient du temps, typiquement dans ce genre de petits détails. Ils n'allaient pas faire les choses qui étaient un peu superficielles et se concentrer sur l'essentiel. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut distinguer l'efficacité de l'efficience. L'efficacité, c'est simplement atteindre un objectif. Donc finir la saisie de 200 factures. Ça, c'est l'efficacité. L'efficience, c'est finir la saisie de 200 factures en un minimum de temps. Et c'est là où je veux en venir. Pour réussir en finance, il faut absolument garder en tête la contrainte temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, et c'est pas plus vrai en finance. S'il y a beaucoup de métiers, comme l'audit, comme le M&A, comme la finance de marché, qui font des horaires à rallonge, c'est parce qu'on a une contrainte de temps hyper importante. Donc, mettez-vous à la place de la personne qui est au-dessus de vous. Est-ce que vous préférez, par exemple, que le gars il finisse uniquement 80% de ce qu'il a à faire, mais qu'il est un peu perfectionniste, ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui finisse 100% de ce qu'il a à faire, même si il gagne du temps sur certains aspects qui pourraient rendre son dossier encore meilleur? Enfin, la réponse, elle est évidente. Moi, en tant que senior, ce qui m'importe pour les gens avec qui je bosse, c'est que le nécessaire soit fait. Tout ce qui est superficiel, tout ce qui prend du temps, mais qui n'est pas visible, ne m'intéresse pas. Et c'est cette logique que vous devez avoir. En fait, le conseil que je vous donne ici, concrètement, c'est éviter absolument le perfectionnisme. La stratégie que j'ai fini par adopter avec le temps, dans toutes les tâches que je fais dans ma vie, c'est un peu une stratégie qui découle d'un concept entrepreneurial, et c'est une stratégie qui m'est propre, dans le sens où en business, il y a ce qu'on appelle le MVP. Now, MVP stands for Minimum Viable Product. And the idea here is that instead of building the product all the way out to 100%, you want to build it to the absolute minimum viable level that you can test that product in the marketplace. En fait, le MVP, c'est vraiment, vous faites le strict minimum pour avoir un produit qui soit utilisable. Et la façon dont moi je l'utilise professionnellement, c'est que je me dis que ok, on me donne une tâche, on me donne un dossier à faire par exemple, je vais faire le strict nécessaire, le strict minimum au début, je vais m'assurer que le strict minimum soit fait, et uniquement quand j'aurai fini la tâche essentielle, alors je commencerai, uniquement si j'ai le temps, à travailler sur les petits aspects qui pourraient rendre le dossier encore meilleur. Donc moi, c'est ce que je vous recommande concrètement quand vous allez commencer à travailler. Faites d'abord l'essentiel, faites d'abord le nécessaire, ce qui sera utile pour la personne qui vous a demandé la tâche. Une fois que vous êtes sûr d'avoir eu le temps de faire ça, alors là, vous allez pouvoir commencer à améliorer un peu votre travail, et en faisant des choses, des petits ajustements qui pourraient le rendre encore meilleur. Dernier conseil que je peux vous donner aussi ici, c'est d'absolument utiliser les raccourcis clavier. Sincèrement, depuis que j'ai commencé, je me rends compte que les raccourcis clavier sur une journée, ça peut peut-être me faire gagner entre 30 minutes et 1 heure par jour. Donc accumulé sur une semaine, sur un mois, sur une année, franchement ça fait vraiment la différence. Je sais qu'au début c'est pas évident d'utiliser les raccourcis clavier. Beaucoup de gens avec qui je travaille me demandent est-ce que tu as des astuces, est-ce que tu n'as pas une liste de raccourcis clavier? En fait tout ça sert à rien. Le plus simple c'est quoi? C'est quand vous faites une tâche, si vous la faites fréquemment, souvent, demandez-vous s'il n'existe pas un raccourci clavier pour la faire. Une fois que vous apprenez un raccourci clavier, le plus important, c'est de strictement vous interdire d'utiliser la souris pour le faire. Dès que vous connaissez un raccourci clavier, tout le reste de votre vie, vous devez vous forcer, vous faire violence et vous forcer à n'utiliser que ce raccourci-là. Parce que c'est uniquement avec le temps, uniquement avec la répétition qu'il va devenir automatique. Au début, c'est pas agréable parce qu'on a l'impression de perdre de temps, on n'est pas forcément à l'aise. Mais il faut bien comprendre que pour chaque changement, si vous refusez de vous faire violence et vous préférez rester avec votre ancienne méthode, libre à vous. Mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, quand il faudra faire des comptes entre vous et les autres, vous aurez forcément un déficit avec les gens qui se sont fait violence. Donc moi, ma philo par rapport à ça, et celle que j'enseigne aux gens avec qui je bosse, c'est
fini les souris, raccourci clavier, que ça et que ça. Sur cette chaîne, on parle d'audit financier et plus largement de finance. Je donne beaucoup de conseils de mon vécu. Si vous êtes encore là, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc vous avez tout intérêt à vous abonner pour être au courant justement des prochaines sorties qu'il va y avoir sur la chaîne Comptafind. On attaque avec la prochaine erreur. C'est parti. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez compris que la contrainte numéro 1 en finance, c'est le temps. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le sujet de la charge mentale, c'est un sujet un peu particulier. Je vous avoue que depuis que j'ai commencé à travailler dans des cabinets, que ce soit comptable ou audit financier, j'ai vu beaucoup de personnes partir en fumée, en fait beaucoup de personnes exploser. Bon, il y a beaucoup de pression, mais il faut bien comprendre que au-delà de la tonne de choses qu'on peut vous demander à faire, ce qui est beaucoup aussi difficile, ce qui est très difficile parfois en finance, en fait, c'est la charge mentale. C'est l'impression d'être sous l'eau H24, c'est l'impression d'avoir plein de tâches, parce que quand vous commencez une journée, vous avez peut-être 5-6 choses à faire, vous pensez que vous êtes organisé, etc. Mais votre manager va vous demander 3 choses par là, 2 choses par là, il y a une autre personne sur un autre job de la semaine dernière qui va vous demander de finir un truc, vous allez avoir l'impression d'être complètement sous l'eau, d'être complètement perdu. Et c'est pour ça que la prochaine erreur à ne surtout pas faire quand vous allez commencer en finance, c'est simplement de manquer d'organisation. L'organisation, pour moi, c'est la clé, c'est le maître mot pour avoir le sentiment d'être aux manœuvres, de ne pas se laisser couler, de ne pas être sous l'eau. Non seulement ça vous permet d'avoir une charge mentale qui sera plus allégée, parce que moi, je considère qu'à partir du moment où on vous donne une tâche, que vous la planifiez pour les jours qui arrivent, vous savez que les jours qui arrivent, vous n'allez pas l'oublier, forcément vous n'avez pas besoin de vous stresser par rapport à ça. Quand vous savez le jour, quand vous savez le matin, quand vous arrivez au cabinet, vous savez exactement ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire la journée et ce que vous devez faire le lendemain, forcément vous êtes moins stressé. En plus de vous sentir mieux, vous allez dégager une assurance qui n'est pas la même, parce que vous allez donner l'impression, à votre manager, à vos équipes, aux gens qui sont aussi en dessous de vous, vous allez donner l'impression justement de savoir ce que vous faites et de ne pas être perdu, quoi. Donc en fait, là, on va parler d'organisation et je vais parler très concrètement. Je vais vous donner mon astuce à moi pour l'organisation. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir sur les différents sites que dès que vous tapez audit financier ou même plus généralement les métiers en finance, à chaque fois, on vous dit que l'organisation, c'est l'une des qualités principales que doivent avoir les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Ça s'applique à toutes les personnes, mais surtout et aussi aux juniors et aux stagiaires, parce que moi, ce que j'attends personnellement dans mes équipes, dans juniors ou dans stagiaires, c'est de pouvoir me fier à lui. J'ai besoin de savoir que quand je lui donne une tâche, ça va être fait, que je n'aurai pas besoin de courir après lui pour m'assurer que c'est fait. C'est ça la confiance finalement, c'est avec le temps que ça se concrétise, ça se cristallise. Mais concrètement, pour moi, c'est ça le plus important. Alors là, je vais vous donner les astuces pour gagner en organisation. Premièrement, comme les raccourcis clavier, il faut se faire violence. Je sais qu'il y en a qui sont un peu avec la mentalité à l'ancienne. Moi, ce que je vous dis, c'est strictement n'utilisez plus votre stylo pour prendre des notes. Si vous devez prendre des notes, prenez-les avec l'ordinateur, parce que non seulement c'est plus rapide de taper avec un clavier, mais aussi c'est plus propre, parce que quand vous devez modifier vos notes, au lieu de faire des rayures, des ratures, de remodifier la note 5 pages après parce qu'il n'y a plus de place sur votre page, vous allez pouvoir le supprimer, l'annexer, le modifier comme vous le souhaitez sur un ordinateur. Pour moi, il y a 3 outils qui font la différence. Le premier, c'est les pense-bêtes sur Windows, donc c'est Sticky Notes en anglais. Le second, c'est Microsoft To Do. Et le dernier, c'est OneNote. Donc, Sticky Notes, c'est ça. Donc, vous tapez pense-bête si vous êtes en français, mais Sticky Notes, c'est ça. Vous l'ouvrez. Et quand vous tombez dessus, vous allez avoir une note qui va être synchronisée, qui se sauvegarde automatiquement, qui ressemble à ça. Et l'idée, c'est que dès qu'on vous donne une petite tâche à faire, qu'on vous demande de prendre des notes parce que votre senior, par exemple, il vous dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Alors, vous notez tout ce que vous avez à faire directement ici. Moi, ce que je fais le matin quand j'arrive, quand je commence ma journée, je fais la méthode d'Elon Musk. Donc Elon Musk, c'est un sacré taré.
Il utilise la méthode du time boxing. Elon Musk's secret time management hack. But how do you have time to do anything? I don't understand your time management skills. In a recent interview, Elon Musk revealed that he time boxes, a time management principle that was ranked as the #1 most effective productivity hack by Harvard Business, which is where we assign a time to each task. This is to get a visual representation of how much time we have to complete each objective. Vous commencez la journée, vous avez noté ça de la veille, et l'objectif, ça va être de planifier votre journée et les semaines qui arrivent ou les jours qui arrivent avec les notes que vous avez prises. Donc s'il y a des choses que vous pouvez faire immédiatement, vous le faites et vous le supprimez. Mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire immédiatement et que vous devez planifier, du coup vous copiez-collez tout et vous le placez ici. Vous faites entrer et ça se met automatiquement. Donc, une fois que vous avez votre liste en fait des choses à faire, donc ce qui est bien c'est que si c'est des choses que vous devez faire par exemple demain, après-demain ou la semaine qui arrive ou dans 2 mois, vous avez simplement qu'à mettre une date d'échéance par exemple, là on est le 11 novembre, vous pouvez choisir par exemple dans plus ou moins une semaine. Et du coup, ça sort de votre journée. Ça apparaît ici dans planifier et vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire. Et du coup, vous voyez que vous faites ça, vous dites que par exemple toutes ces tâches-là, ça va plutôt être faites plus tard, donc un autre jour, demain par exemple. Donc vous les supprimez de votre journée et ça restera planifié pour demain. Donc, ici, vous retrouverez du coup une sorte de mini calendrier avec les tâches que vous avez à faire qui seront organisées par échéance. Donc vous décidez par exemple de faire du time boxing, là je le fais vraiment en grossier, vous dites ok j'arrive à 9h, de 9h à 9h30 je prends le temps de faire mon time boxing, donc je vais l'écrire. Vous arrivez le matin, il est 9h, vous écrivez 9h à 9h30, time boxing. Vous l'entrez, du coup ça apparaît ici, et ça apparaît vraiment dans votre journée. Vous continuez, vous dites il est 9h30, écoutez, 9h30 à 11h30, vous devez réviser les contrats. Ensuite, 11h30 à 12h30, avant de partir déj, vous faites les échanges fiscales et le reste de la journée, on va dire de 14h à 17h, vous faites les demandes et vous finissez la journée concrètement avec une rencontre de l'équipe. Donc c'est ça un peu l'idée du time boxing. C'est quand vous faites ça, l'avantage c'est d'avoir une vision claire sur les priorités de la journée, parce que rien que le fait de faire ce travail-là, de classer chaque matin ce que vous avez à faire, ça vous permettra de comprendre quelles sont les priorités et quelles sont les tâches que vous pouvez remettre à plus tard. Vous aurez compris, il y a PanceBet qui est la mémoire RAM, vraiment la mémoire vive à court terme. Ensuite, il y a To-Do pour vos trucs plus ou moins à moyen terme. Et il y a OneNote, pour moi, qui est l'outil un peu de long terme, un peu de connaissance générale. C'est pas des tâches, mais c'est plutôt des choses qu'on vous a expliquées qui est important de retenir. Par exemple, si on vous explique le principe d'un test d'audit, si on vous explique le principe d'une écriture comptable, si on vous explique le principe des IFRS 15, vous n'allez pas le mettre sur PanceBet, vous n'allez pas le mettre sur To-Do, vous allez le mettre sur OneNote. OneNote, ça peut ressembler à ça. Donc c'est Microsoft OneNote. Donc moi j'ai commencé à utiliser ça depuis que je suis en BTS. Ça doit faire 6-7 ans en fait que j'utilise OneNote. C'est génial, ça n'a pas beaucoup changé mais c'est génial. L'idée c'est quoi? C'est vous classez vos notes avec des... C'est vraiment comme un classeur en fait. Vous classez vos notes par grosses rubriques. Et ici sur le côté vous aurez des petits chapitres que vous allez pouvoir ajouter à votre guise. Donc vraiment le point de départ c'est ça. Vous créez une nouvelle note. Par exemple là je vous montre une note du TSCG. Donc vous créez une nouvelle note. Par exemple moi c'était UE4 la comptabilité. Et du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais créé des sous-parties par chapitre où je mettais toutes les informations importantes. Et après, je m'entraînais à ça avec le DCG, quoi. Vous allez me demander peut-être c'est quoi l'avantage d'utiliser OneNote par exemple par rapport à Word. En fait, Word, moi je le vois un peu comme des feuilles volantes. Le problème c'est que c'est parfois difficile de les retrouver, tout n'est pas centralisé. Et puis surtout les Word ça se perd. Alors que ce qui est bien ici là sur PanceBet, sur OneNote, c'est que du coup tout est centralisé au même endroit. C'est beaucoup plus comme un classeur avec une liste de tout ce qui est important. Important aussi dans la journée de faire ce que j'appelle du deep work. Je vous ai parlé du lien que vous allez pouvoir trouver en description pour télécharger les livres que je vous conseille. Et justement, par rapport à ce qu'on s'est dit
sur l'organisation. Donc le défaut en fait en question c'était de manquer d'organisation et le conseil c'est justement ce que vous expliquez. Pour contrer ce défaut-là, moi ce qui m'a aidé c'est un livre qui s'appelle Essentialisme et un autre livre qui s'appelle Deep Work. Je reparle de tout ça dans le lien, mais par rapport au Deep Work, ce que je vais vous expliquer c'est que dans une journée, parfois il y a un peu beaucoup de distractions, de boucans, on vous demande des choses par-ci et par-là, vous perdez un peu le fil de ce que vous avez à faire. C'est important de réserver dans une journée, surtout le matin, des créneaux où vous allez vraiment pouvoir faire du travail approfondi, faire du travail en full concentration, vous êtes concentré sur une seule tâche qui est importante et franchement vous carburez, moi j'aime bien mettre mes écouteurs, un peu de rap, etc. et je me concentre sur le truc et je l'expédie quoi. Et franchement le deep work c'est hyper important pour avancer, donc vraiment concentrez-vous, prenez des créneaux, si on vous sollicite, essayez de repousser les demandes un peu qui sont un peu trop excessives au dernier moment pour vraiment vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Imaginez demain vous décrochez par exemple un contrat dans le Big Four, vous êtes content, vous donnez à 200%, vous avez l'impression de bien faire. Vous voyez, vous êtes sûr de vous, vous travaillez beaucoup, vous faites des longs horaires et les semaines passent et à la fin de votre premier dossier, après 2-3 semaines de travail acharné, vous êtes content de vous. Vous demandez donc à la fin des 3 premières semaines de travail, vous êtes content de vous, vous avez travaillé de manière acharnée et il est l'heure justement de l'évaluation. Et là, votre senior vous dit, mais en fait, ça n'a pas été. Je suis pas content de ce que tu as fait. Je trouve que cette tâche-là, le cycle fournisseur, t'as pris beaucoup trop de temps. J'ai vu que tu as pris peut-être 30% de temps en plus que les autres personnes. Franchement, pour moi, ça va pas. Imaginez, on vous dit ça. Imaginez le ressenti que vous allez avoir, le sentiment d'injustice que vous allez ressentir. Mais en fait, encore une fois, vous avez fait une erreur importante. Vous avez commis une erreur de débutant. L'erreur, c'est de ne pas avoir sollicité de feedback plus tôt. C'est extrêmement difficile pour chacun d'entre nous en tant qu'humain d'avoir du recul sur soi-même. Donc, si vous voulez être sûr de suivre le bon chemin, vous devez vous forcer, surtout en début d'expérience, les premiers mois, vous devez vous forcer à demander des feedbacks au moins une fois par semaine. Demander un feedback, c'est pas forcément quelque chose de formel. Demander un feedback, ça peut se faire autour d'un café, ça peut se faire dans l'ascenseur, ça peut se faire en marchant pour aller chez le client. Mais vous devez demander des feedbacks. Le conseil que j'ai pour vous, c'est de profiter souvent des vendredis. Souvent les vendredis, c'est un peu plus calme, les gens sont un peu plus apaisés. Et donc moi je vous recommande de profiter de la journée du vendredi. Vous allez un peu voir comment si votre senior il est plus ou moins chargé. Mais vous voyez que s'il a du temps, le vendredi, sollicitez un petit appel Teams ou une petite discussion de 5 minutes. Vous lui envoyez un petit Teams, vous lui dites est-ce que tu aurais 5 minutes pour qu'on parle par rapport à mon travail. Il comprendrait qu'en fait vous lui demandez un feedback informel. Et du coup il vous donnera des conseils pour les prochaines semaines. En fait vous n'avez rien à perdre à solliciter un feedback, vous n'avez que des choses à gagner. Parfois je pense que certaines personnes ont peur de demander des feedbacks parce qu'ils se disent que leur travail n'est pas bon, ils le savent et ils ont peur que ce soit verbalisé. Sauf que dans tous les cas, quand il faudra faire l'évaluation, si votre senior est objectif et que votre travail n'est pas bon, il dirait qu'il n'est pas bon. Donc vous allez retarder simplement une douleur. Alors autant, quitte à faire les choses, autant demander clairement qu'est-ce que tu as pensé et qu'est-ce que tu me conseilles. En vrai, toutes ces erreurs-là, souvent, ce sont des erreurs que votre senior aura déjà fait, et du coup, il sera le mieux placé pour vous donner des conseils, finalement, pour les corriger. Donc, ne le voyez pas comme votre chef, voyez-le plus comme quelqu'un qui va vous aider à progresser, parce que si vous avez décidé de venir en audit financier, ou de faire un job stressant, exigeant, etc. en finance, c'est surtout pour progresser. Donc, c'est pas parce que vous travaillez mal au début que vous allez travailler mal toute votre vie. Si vous avez peur de demander des feedbacks, ça va pas le faire. Donc, franchement, le conseil que j'ai à vous donner ici, c'est de solliciter des feedbacks. Et c'est ce qui conclut cette vidéo des 4 erreurs à ne pas commettre quand vous commencez à travailler en finance. Moi, je vous dis ciao.